Le son de l'eau frappant les branches était le son de quelque chose de patient. Pas le déferlement frénétique de la crue qui avait emporté son bateau. Pas le chaos des premières minutes quand la coque en aluminium s'était froissée contre une racine immergée et que le courant l'avait pris et que le courant ne s'était pas soucié de ce qu'il prenait. Ce son était plus lent, délibéré. Le son d'une eau qui s'était installée dans une nouvelle configuration et qui avait l'intention d'y rester, se déplaçant autour de la base de l'arbre mort, avec un rythme que son esprit épuisé continuait d'essayer d'interpréter comme du langage. Et en dessous de ce son, occasionnellement, le son de quelque chose de beaucoup plus lourd que l'eau se déplaçant, une forme bougeant juste sous la surface. Et puis le claquement d'une mâchoire. Ses yeux pesaient plus que des yeux ne devraient peser. C'est The Human Limit. Je suis votre présentateur. Si vous voulez comprendre ce que fait l'esprit humain quand il ne peut pas dormir et ne peut pas s'échapper et ne peut pas se permettre une seule erreur pendant 9 jours consécutifs, abonnez-vous à cette chaîne maintenant et mettez un like. Parce que ce que je vais décrire n'est pas seulement une histoire de survie dans la nature sauvage australienne. C'est une histoire sur ce qui arrive quand le besoin biologique le plus fondamental du cerveau humain devient la chose qui va vous tuer. La privation de sommeil est une forme de torture. Elle a été utilisée comme telle. Et cet homme l'a vécue aux mains d'une inondation et d'un arbre, et de créatures qui sont plus vieilles que presque tout ce qui est vivant sur cette planète. Son nom dans le récit qu'il a donné plus tard est Marcus. Il était guide nature, ce qui signifie qu'il connaissait les crocodiles marins du nord australien, non pas comme des faits abstraits dans un guide de terrain, mais comme des animaux qu'il avait passé des années à apprendre à lire et à respecter et à contourner. Il connaissait leur patience, il connaissait leur intelligence, il connaissait la qualité spécifique d'immobilité qu'ils atteignent quand ils attendent plutôt que quand ils chassent, la façon dont ils deviennent une partie de l'eau elle-même, visible seulement comme un léger changement de texture en surface, une crête oculaire, une narine, une présence que le système nerveux évolué reconnaît avant que l'esprit conscient puisse identifier pourquoi. Il savait ce qu'il y avait dans l'eau en dessous de lui. La crue était venue le 2e jour d'un itinéraire de reconnaissance solitaire à travers un système de mangroves éloigné dans le territoire du Nord, une région dans laquelle il avait travaillé pendant des années, un itinéraire qu'il avait déjà fait sans incident. La saison des pluies avait produit des précipitations inhabituelles cette semaine-là, le genre d'accumulation que le paysage peut absorber et puis ne peut plus. Et le ruissellement est venu comme un mur plutôt qu'une montée, un mouvement d'eau que les chenaux ne pouvaient pas contenir et qui s'est répandu sur la plaine avec une vitesse et une force qui lui ont laissé environ 40 secondes entre le son de son approche et le moment où il a frappé son bateau. 40 secondes n'étaient pas suffisantes. Il a atteint l'arbre. C'est le fait essentiel des premières minutes. Tout le reste était la crue et le bruit et le choc et l'impuissance spécifique d'un corps humain dans un courant qui a pris sa décision. Mais le résultat des premières minutes était qu'il avait atteint l'arbre, un palétuvier mort s'élevant de l'eau nouvellement formée, avec ses branches inférieures à environ hauteur de poitrine. Et il avait grimpé, et l'eau était montée juste en dessous de ses pieds, et il avait tenu bon. Le premier crocodile est arrivé dans l'heure. Il avait été dans l'eau. Il a compris immédiatement ce que cela signifiait. Il saignait d'une entaille sur son avant-bras, là où la coque du bateau l'avait attrapé pendant le chavirement. Et les crocodiles marins ne sont pas des requins, ne sont pas principalement des chasseurs chimiques, mais du sang dans une eau chaude peu profonde en habitat à crocodile a une signification qu'aucune espèce particulière n'a besoin d'interpréter. Il est arrivé sans annonce, un déplacement dans l'eau autour des racines de l'arbre, et puis une longueur d'écailles et de muscles qu'il a estimée à plus de 4 mètres s'est installée dans l'espace entre 2 racines et est devenue immobile. Ce n'était pas lui menacer, pas encore, c'était occuper l'espace. C'était attendre de voir ce que l'espace contenait et ce que l'espace ferait. D'autres sont arrivés au cours des heures suivantes. À la tombée de la nuit du premier jour, il pouvait en compter au moins 4, bien que dans le noir, il ne pouvait compter que par les yeux. Le reflet orange-jaune spécifique de toute lumière ambiante atteignant la surface de l'eau. 4 paires d'yeux dans l'eau en dessous de lui, 4 points de patience,
4 calculs auxquels il ne pouvait pas accéder sur quand et si agir. Il ne pouvait pas dormir. Voici ce que ça signifie biologiquement, parce que la biologie est l'histoire. Le cerveau humain a besoin de sommeil de la façon dont le corps humain a besoin d'eau. Ce n'est pas optionnel dans aucun sens fonctionnel. Pendant le sommeil, le cerveau effectue des opérations de maintenance qui ne peuvent pas être effectuées pendant l'éveil, éliminant les déchets métaboliques, consolidant la mémoire, régulant les systèmes hormonaux qui gouvernent la réponse au stress et la fonction immunitaire et le traitement cognitif. Priver un cerveau de sommeil, et ces opérations ne font pas simplement une pause, elles commencent à échouer. Après 24 heures sans sommeil, la déficience cognitive est mesurable et significative. Après 48 heures, les hallucinations commencent chez la plupart des gens. Après 72 heures, le cerveau commence à produire des épisodes psychotiques chez des individus sans antécédents psychiatriques. Après 96 heures et au-delà, le cerveau entre dans un état que les chercheurs décrivent comme une rupture de la distinction entre l'éveil et le rêve. Un état dans lequel le contenu du sommeil s'impose à la conscience éveillée, parce que le cerveau ne peut pas se voir refuser ce dont il a besoin. Il allait être dans cet arbre pendant 9 jours. Il a compris lors de la première nuit, quand l'épuisement de la crue et de l'escalade et de la terreur l'a frappé de tout leur poids, et que ses yeux ont commencé à se fermer, et que sa prise a commencé à se desserrer, et que son corps a commencé à faire ce que les corps font quand ils sont poussés au-delà de leurs limites. Il a compris que dormir signifiait tomber, et tomber signifiait l'eau, et l'eau contenait des choses qui le termineraient avant qu'il touche le fond. Il a déchiré sa chemise en bande le 2e jour, pas pour faire un signal, pas pour faire un bandage, pour s'attacher à l'arbre. Il a enroulé le tissu autour de ses poignets et autour de la branche au-dessus de lui, et l'a tiré assez serré pour que même si ses mains lâchaient, il ne tomberait pas immédiatement, que le tissu l'attraperait, lui donnerait la fraction de seconde pour se réveiller qui pourrait être suffisante. Ce n'était pas une solution, c'était un mécanisme de délai, un moyen de se donner une marge qu'il n'avait pas naturellement. Il a commencé à se parler le 3e jour, pas de la façon dont les gens se parlent quand ils travaillent sur un problème ou narrent une action. De la façon dont les gens se parlent quand la partie du cerveau qui produit le langage cherche un auditoire et doit en créer un. Il parlait de choses qu'il se rappelait, des procédures, des itinéraires, les noms des animaux, les habitudes des espèces qu'il avait étudiées. Il parlait pour garder le cerveau occupé. Il parlait parce que parler exigeait de rester éveillé, et rester éveillé exigeait quelque chose à faire, et parler était quelque chose à faire. Le 4e jour, il a entendu une voix qui n'était pas la sienne. Il ne dormait pas. C'est le fait spécifique et troublant qu'il souligne dans son récit. Il était éveillé, attaché à la branche, regardant l'eau en dessous de lui, et une voix lui a dit quelque chose depuis la direction de l'eau. Pas un son qui aurait pu être un crocodile, une voix humaine utilisant des mots. Il ne peut pas reconstituer ce qu'étaient les mots. Il sait que c'était des mots, et il sait qu'ils venaient de l'eau, et il sait qu'ils n'étaient pas là, et il sait que savoir qu'ils n'étaient pas là n'a pas fait qu'ils n'étaient pas là. Si vous avez déjà veillé assez longtemps pour sentir votre cerveau commencer à générer sa propre réalité, vous connaissez l'impuissance spécifique de cette expérience. Si vous en ressentez une version maintenant, mettez un like sur cette vidéo et abonnez-vous à The Human Limit. Nous n'en avons pas fini avec ce que la privation de sommeil fait à l'esprit humain, et le pire vient ensuite. Les épisodes de micro-sommeil ont commencé le 5e jour. Un micro-sommeil n'est pas un choix. Ce n'est pas un moment de faiblesse ou un manquement à la discipline. C'est le cerveau qui force environ 5 à 15 secondes de sommeil, indépendamment de ce que fait le corps, parce que le cerveau a atteint le point où le déficit ne peut plus être maintenu, et il prend simplement ce dont il a besoin. Les gens vivent des microsomnies en conduisant, en opérant des machines, en effectuant des tâches qui requièrent une attention continue. La différence entre un micro-sommeil dans ces contextes et un micro-sommeil dans un arbre mort au-dessus de 4 crocodiles marins est la différence entre une situation dangereuse et une situation immédiatement mortelle. Il s'est réveillé du premier micro-sommeil parce que le tissu l'a rattrapé. Ses mains avaient lâché, son corps s'était affaissé en avant.
Les bandes de sa chemise autour de ses poignets s'étaient tendues, et la sensation de tomber avait activé le réflexe de sursaut qui l'avait réveillé avant qu'il ne tombe, et il était de retour, agrippant la branche, regardant l'eau, son cœur à un rythme qu'il décrit comme le cœur de quelqu'un qui vient de mourir et de revenir. Il a déchiré plus de tissu de ce qui restait de sa chemise, renoué les nœuds, plus serrés cette fois, testant la tension avant de lui faire confiance. Les crocodiles n'avaient pas bougé. Au 6e jour, le contenu de ses hallucinations avait changé. Les voix venant de l'eau étaient devenues plus fréquentes et plus spécifiques. Elles lui donnaient des instructions. Il rapporte cela sans dramatisation, ce que je trouve la qualité la plus troublante du récit. Il ne décrit pas un film. Il décrit son propre esprit lui disant, en langage clair, d'entrer dans l'eau. Pas un langage menaçant, un langage raisonnable, le langage d'un argument que son cerveau épuisé construisait avec l'efficacité spécifique d'un esprit qui n'a plus les ressources pour maintenir la distinction entre les arguments qu'il génère et la réalité qu'il perçoit. Il savait que les arguments n'étaient pas réels. Il pouvait les identifier comme des hallucinations dans le même moment où il les entendait, et il ne pouvait pas les faire arrêter. Il a commencé à utiliser la douleur comme outil le 6e jour, pas une automutilation grave, un inconfort contrôlé. Le stimulus spécifique de se pincer, de presser un ongle du pouce dans sa paume, forçant son corps à générer des signaux de douleur que le cerveau devait traiter et rester éveillé pour traiter. La douleur comme protocole de maintenance, la douleur comme alternative aux voix et à l'eau. Il a attrapé de la pluie le 7e jour dans un pli du tissu restant, une petite quantité, assez pour humecter sa bouche, pour traiter la déshydratation qui s'était accumulée en même temps que tout le reste. Il a mangé les insectes qui venaient à l'arbre. Il n'a pas pensé à les manger de la façon dont une personne pense à manger des insectes dans des circonstances normales. Il a pensé aux calories et aux protéines de la façon dont une machine pense au carburant. Sa relation aux catégories ordinaires d'acceptable et d'inacceptable s'était dissoute quelque part autour du 4e jour. Les animaux en dessous de lui avaient établi une routine. C'est la chose qu'il décrit que je trouve la plus remarquable. Les crocodiles n'avaient pas simplement attendu au hasard. Ils avaient établi une rotation, avec au moins un individu toujours proche de la base de l'arbre et d'autres se reposant plus loin. Ils géraient la surveillance. Il a compris cela intellectuellement et il l'a compris à un niveau qui allait en dessous de l'intellect, qui s'enregistrait dans le système nerveux comme le sentiment froid spécifique d'être étudié par quelque chose de plus intelligent que sa peur de lui. Il les avait nommés au 8e jour. Il rapporte cela comme un détail embarrassant, mais je ne pense pas que ce soit embarrassant. Je pense que c'est l'esprit qui trouve un moyen de survivre à l'insupportable en convertissant des prédateurs en personnages, en transformant la chose qui veut le tuer en quelque chose avec un nom et une personnalité et une relation gérable, plutôt qu'une condamnation à mort abstraite. C'est irrationnel, c'est aussi ce que fait l'esprit. C'est ce que l'esprit fait depuis avant qu'il y ait du langage pour le formuler. Au matin du 9e jour, il n'était pas capable de formuler une phrase complète. Le récit qu'il a donné plus tard de cette période est fragmentaire, d'une façon que son récit des jours précédents n'est pas. Il se souvient de couleurs. Il se souvient de sons qui ne correspondaient à rien de présent. Il se souvient de la texture spécifique de l'écorce sous ses paumes, avec une clarté que tout le reste de cette période n'a pas. Il se souvient d'avoir compris que quelque chose avait changé, mais sans pouvoir identifier ce que c'était. Le son de l'hélicoptère a commencé comme une hallucination. C'est la cruauté spécifique du 9e jour. Il entendait des sons qui n'étaient pas là depuis 5 jours. Le son d'un hélicoptère n'était pas évidemment différent des autres sons que son cerveau avait générés. Il ne s'y est pas orienté immédiatement. Il n'a pas immédiatement compris qu'il était différent. Il décrit un processus d'élimination, une évaluation lente et endommagée de si ce son était du type que son cerveau produisait ou du type que le monde produisait. Et l'évaluation a pris du temps qu'il ne pouvait pas se permettre et qu'il prenait quand même parce qu'il n'avait pas la capacité d'agir sur une information avant de l'avoir vérifiée. Le son ne s'est pas arrêté quand il s'y attendait. Les sons hallucinés ont une qualité. Ils arrivent et ils sont vifs, et puis ils sont partis,
remplacés par d'autres sons ou par le silence. Ce son a continué. Il a changé de hauteur de la façon dont un son mécanique réel change quand sa source se déplace dans l'espace. Il avait une directionnalité que ses hallucinations n'avaient pas eue. Il devenait plus fort, il a bougé. Tout ce qui restait de coordination dans son corps après 9 jours, il l'a utilisé. Il a détaché le tissu de ses poignets. Il s'est levé sur la branche. Il a agité ce qui restait de sa chemise, ce qui n'était pas grand-chose, ce qui étaient les bandes qu'il avait renouées pendant 9 jours, ce qui était méconnaissable comme une chemise, mais visible comme un mouvement, et c'était suffisant. L'hélicoptère l'a trouvé. L'extraction n'était pas simple. L'arbre était au milieu d'une zone inondée dans laquelle l'hélicoptère ne pouvait pas atterrir. Un plongeur de sauvetage est allé dans l'eau. Les crocodiles, présentés à une nouvelle variable, se sont éloignés de la zone immédiate, tandis que le bruit mécanique et l'activité humaine modifiaient le calcul environnemental qu'ils avaient effectué pendant 9 jours. Il a été soulevé de l'arbre dans un harnais et il a dit que la sensation de quitter l'arbre, de ne plus être responsable de maintenir la prise qu'il avait maintenue en vie, était quelque chose qu'il ne savait pas comment traiter pendant les premières minutes, que ses mains continuaient d'essayer de saisir quelque chose qui n'était pas là. Il était à l'hôpital pendant 11 jours. Les dommages physiques étaient significatifs et spécifiques. Une dégradation musculaire sévère due à 9 jours d'efforts statiques en position maintenue. Une déshydratation qui nécessitait une réhydratation soigneuse parce que se réhydrater trop rapidement après un déficit de ce niveau provoque ses propres complications. Des effets cognitifs de la privation de sommeil se sont résolus sur plusieurs semaines, bien qu'il rapporte que sa relation avec le sommeil a changé de façon permanente, que l'anxiété spécifique de se sentir approché de l'inconscience est quelque chose qu'il a dû apprendre à gérer d'une façon qu'il n'avait jamais eu à faire avant. Les crocodiles sont restés dans la zone jusqu'à ce que les eaux de crue se retirent. Cela est documenté. Ce n'étaient pas des individus inhabituels. Ce n'étaient pas des individus particulièrement agressifs. C'étaient des crocodiles marins ordinaires faisant ce que les crocodiles marins font, qui est d'identifier une source de nourriture potentielle et d'appliquer la patience au problème d'y accéder. Ils avaient appliqué la patience pendant 9 jours, et puis la source de nourriture avait été retirée, et ils étaient passés à d'autres calculs. Il est retourné guidé. Pas immédiatement. Pas sans difficulté, mais finalement. Il a parlé de ce qu'il a fallu pour être de nouveau près de l'eau, pour être dans des environnements où des crocodiles étaient présents, pour faire le travail qu'il avait fait avant la crue avec la connaissance supplémentaire spécifique de ce que ce travail pouvait devenir. Il est retourné parce que guidé était ce qu'il était, et parce que ne pas retourner aurait donné aux 9 jours un pouvoir sur sa vie qu'il n'était pas prêt à accorder. Il dit que la chose la plus difficile n'était pas les crocodiles. La chose la plus difficile était les voix. L'expérience spécifique de son propre esprit, construisant des arguments pour sa mort, lui parlant dans un langage indiscernable de la raison, lui disant de faire la chose qui le terminerait, et devoir tenir la connaissance que la voix était la sienne, contre l'expérience de l'entendre comme quelque chose d'externe et d'autoritaire. Il a dû refuser son propre esprit. Il a dû le faire sans sommeil et sans soutien et sans aucune ressource externe pour l'aider à faire la distinction entre ce que l'hallucination disait et ce qu'il savait. Il a fait la distinction 9 jours de suite. C'est The Human Limit. Abonnez-vous à cette chaîne. Laissez un commentaire. Dites-moi à quel point vous pensez que votre esprit aurait accepté l'argument, quelle nuit vous pensez que vous auriez cessé de pouvoir faire la différence entre la voix dans l'eau et la voix dans votre propre tête. Je lis chaque commentaire. Je reviendrai avec une autre histoire depuis l'endroit où les êtres humains découvrent ce dont ils sont faits, quand la chose contre laquelle ils se battent n'est pas à l'extérieur d'eux, mais à l'intérieur. L'arbre est toujours là. La crue s'est retirée. Les crocodiles sont partis. Les bandes de tissu ont disparu, dissoutes dans l'eau ou emportées par le courant, qui ne préservent pas les preuves de ce qui s'est passé de la façon dont l'esprit humain les préserve. Il se souvient de l'écorce, il se souvient des yeux dans l'eau, il se souvient des voix.
Et il se souvient du moment spécifique, au matin du 9e jour, quand il s'est forcé à demander si l'hélicoptère était réel, et s'est forcé à attendre la réponse, et la réponse était oui, et la réponse était suffisante.